Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Enjeux majeurs. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro que nous consacrons au logement. Deuxième épisode d'ailleurs de notre dossier sur le logement en Vendée. On va parler location au cours des 45 prochaines minutes. Si vous avez raté le premier numéro d'ailleurs qui était consacré à l'achat, je vous rappelle que vous pouvez le retrouver en replay. C'est la petite page publicitaire, vous savez, en replay sur les différents réseaux sociaux de TV Vendée. Je salue également les téléspectateurs de la page Facebook, de ceux de Twitter ainsi que de notre site internet qui nous suivent. Alors aujourd'hui, oui, on va parler de la location, enfin des locations plutôt, puisque la Vendée a plusieurs particularités. C'est une terre d'industrie, c'est une terre de tourisme aussi, et donc soumise à une certaine saisonnalité, une terre de formation et aussi où il fait bon de prendre sa retraite. Autant de profils différents, vous allez voir, qui ont des besoins différents et des exigences différentes également. Les invités pour en parler autour de nous, Colline, ce soir, eh bien, nous allons retrouver quelques têtes du premier numéro, à commencer par Didier Lebras. Bonjour. Bonsoir Caroline. Directeur de la DIL Vendée. Nous avons également Antoine Vercelletto qui est toujours avec nous, agent immobilier et à la tête de la FNAIM, donc ce rassemblement, ce syndicat des agences immobilières en Vendée. Nous ont rejoint Christophe Hogarth, le maire des Herbiers. Bienvenue sur le plateau d'Enjeux majeurs. Et nous avons également Valentin Josse, conseiller départemental en charge de l'urbanisme, de l'habitat et du développement durable. Bienvenue à vous. Bonsoir, merci. Colline, on va commencer par planter le décor. On aime bien essayer de planter le décor dans Enjeux majeurs. Je disais qu'il y avait non pas un profil de locataire en Vendée, mais plusieurs. Oui, tout à fait, parce que si on l'a dit, la Vendée est une terre de propriétaires, elle compte quand même 27% de locataires et eux aussi ont du mal à trouver chaussures à leurs pieds. 60 000 logements sont disponibles à la location privée sur le territoire. C'est beaucoup, mais il en faudrait bien plus pour satisfaire toute la demande. D'abord parce que sur ces derniers, 11 000 sont proposés uniquement sur les plateformes destinées aux vacanciers. Et encore, on ne compte ici que les plus connus. Et cela représente 20% du parc locatif privé qui n'est donc pas accessible aux Vendéens. Autre frein, le coût du logement locatif privé qui explose et se rapproche de celui des grandes agglomérations. À titre d'exemple, le coût moyen sur les Sables-d'Olonne ou sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie est supérieur à celui, par exemple, de Rennes ou de Strasbourg. Enfin, des contraintes écologiques s'ajoutent à cela. La loi climat et résilience fixe l'interdiction de la mise en location des passoires énergétiques d'ici 2028. Il s'agit en fait des logements classés F et G selon le diagnostic de performance énergétique. D'ailleurs, ce sera dès 2025 pour les logements classés G. Et les prix des loyers sont déjà gelés depuis le 1er janvier dernier pour ces deux catégories. Très concrètement, en Vendée, cela veut dire que sans rénovation énergétique, ce sont 9 000 locatifs qui ne seront plus disponibles à la location en 2028. D'un autre côté, l'accès à la propriété étant compliqué, de nombreux jeunes foyers se dirigent dans un premier temps vers la location. C'est le cas notamment du côté du Nord-Vendée où de nombreux nouveaux travailleurs arrivent en Vendée. Quelques chiffres encore, 40 000 emplois ont été créés en 2021. Donc plusieurs innovations sont en place pour tenter d'esquiver le problème du logement de ces nouveaux arrivants. Mais nous y reviendrons avec nos invités en fin d'émission. Et puis le profil des demandeurs de logements locatifs évolue lui aussi. Les familles monoparentales sont de plus en plus nombreuses. Ce sont aussi parfois des étudiants, parfois des retraités. Pour résumer, la demande de petits locatifs augmente beaucoup, des T1 ou des T2, et le parc n'est pas forcément toujours adapté. Et on retrouve dans ce que vous avez dit certains thèmes qui ont été abordés d'ailleurs la semaine dernière avec l'achat. Alors, Antoine Vercelletto, on a parlé de cette saisonnalité. Alors, quand on pense de Vendée, saisonnalité, le tourisme. Mais on a aussi certains rushs traditionnels, par exemple les étudiants, vous savez, qui cherchent un toit à louer à partir du mois de juin. Ça, c'est quelque chose que vous rencontrez tous les ans dans les agences immobilières. Oui, c'est quelque chose qu'on rencontre tous les ans. Alors, le problématique aujourd'hui, puisqu'on a, c'est la particularité de la Vendée, une terre de propriétaires, évidemment, par ricochet, on avait assez peu de logements en locatif. Et c'est bien tout l'enjeu aujourd'hui, on a parlé dans les précédentes émissions de l'achat, mais c'est bien tout l'enjeu aujourd'hui très important pour loger l'ensemble de nos concitoyens. Et donc, évidemment, les étudiants n'échappent pas à cette règle. Donc, il y a différentes formulations qui ont été mises en place par les différentes communes
pour essayer de trouver des solutions pour permettre à la fois sur des logements meublés, notamment sur les zones un petit peu tendues ou touristiques, on peut parler des Sables d'Olonne, mais on a aussi le phénomène à La Roche-sur-Yon où voilà, on a des gens qui peuvent louer dans la période hivernale, je veux dire de septembre à juin pour les étudiants, et puis essayer de louer en court séjour pour juillet et août. Mais c'est vrai que c'est une vraie problématique, d'autant qu'on a aujourd'hui des établissements secondaires qui s'installent de plus en plus en Vendée, et c'est une bonne chose. Et qui maillent le territoire, hein, c'est un petit Évidemment. peu aussi la particularité. Didier Lebras, est-ce que la location, elle est réservée aux néo-vendéens, à ces gens qui viennent s'installer dans le département, ou est-ce qu'on a le droit à des mouvements internes aussi ? On a beaucoup de mobilité résidentielle en Vendée. La semaine dernière, donc, on était avec Franck Roy, maire d'Esnay, et sur son territoire, il y a énormément de mobilité entre le bassin d'emploi de La Roche-sur-Yon et son territoire Villy-Boulogne. Si je me tourne du côté du maire des Herbiers, on a exactement le même phénomène aussi avec des interactions et de la mobilité professionnelle qui est très importante sur son territoire, avec des taux de chômage qui sont extrêmement bas, extrêmement attractif, puisque on est en dessous des 4% sur ce territoire. Donc voilà, ce qui amène forcément des tensions en termes d'emploi, mais également d'arrivée de nouveaux habitants. Et ces nouveaux habitants, il faut bien les loger. Donc c'est un cercle qui est... quadrature du cercle qui est assez compliqué, mais ça je laisserai la réponse à apporter au maire des Herbiers, c'est de trouver les différentes solutions, et dans les différentes solutions il n'y en a pas qu'une seule, donc il faut essayer de trouver peut-être un éventail de solutions pour trouver des accroches par territoire selon le type de population souhaité. Vous vous reconnaissez, Christophe Hogarth, dans cette typologie du locataire ? Oui, tout à fait. Effectivement, on fait face à un certain nombre de nouvelles arrivées. Ça a été dit, hein, bien sûr, les nouveaux arrivants, mais pas uniquement. Alors nous, on a la chance d'avoir le Puy du Fou sur notre territoire, et qui effectivement nous permet d'être aussi une zone touristique. Donc, on a besoin de saisonniers. Donc, il y a beaucoup de saisonniers qui viennent chez nous. Et puis, on a parlé également de desserrement des ménages, des couples qui malheureusement se séparent, qui ensuite parfois se recomposent. Donc, il y a effectivement beaucoup de mobilité en termes de location, mais pas uniquement, c'est aussi le cas en termes d'achat. Et puis une problématique également sur le départ de ce fameux parcours résidentiel dont on parle souvent pour nos jeunes herbretais, et plus largement pour les jeunes du pays des Herbiers pour ce qui me concerne. Mais je pense que c'est le même phénomène chez les voisins. Et on a des locations qui deviennent, Colline a dit tout à l'heure, des locations qui deviennent chères. Et donc parfois, et c'est un vrai drame quand on est maire, c'est de voir des jeunes de sa commune aller s'installer parfois à côté. Voilà. Et effectivement, c'est un vrai sujet. Donc oui, je me reconnais bien dans cette description. Ouais. Et c'est un drame, comme vous dites, qui est d'autant plus connu également par vos homologues insulaires, que ce soit du côté de Noirmoutier ou de l'Île-Dieu, où on voit toute cette population partir faute de trouver un toit. Antoine Versier-Letour, on a dit qu'on aimerait donner aussi une tonalité pratique à cette émission. Donc, comment faire pour être parmi les mieux informés et être les plus prêts, justement, à pouvoir sauter sur une location qui se rend disponible? Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, vous savez, un petit peu comme à Paris, se balader avec son dossier de locataire prêt et sans aucune anicroche, enfin voilà, c'est déjà le minimum pour essayer d'obtenir une place? Alors c'est le minimum, évidemment, il faut être prêt, il faut avoir l'ensemble des documents, et après il faut aller, je dirais, je vais prêcher pour ma profession, évidemment, il faut aller vers des professionnels, notamment pour avoir la garantie, l'ensemble des garanties, puisque on est en tiers de confiance et on sécurise les transactions, et notamment la location entre le locataire et le bailleur pour avoir un contrat équilibré, et ça c'est important, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, sur l'intermédiation des locations, c'est 50% qui est exercé par les professionnels, il y a 50% aujourd'hui qui sont faits par les particuliers. Alors, je ne dis pas que les particuliers, aujourd'hui, sont souvent de bonne foi, essayent de faire bien les choses, mais parfois on a quelques anicroches et ça pose des difficultés. Alors, évidemment, on est aussi le garant du bon parcours pour le locataire, notamment par rapport à l'ensemble des discriminations, et donc ça, c'est très important. Donc, je dirais que la première chose à faire, c'est déjà d'être très alerte, d'aller voir les agents immobiliers, administrateurs de biens, et puis d'être aussi très efficient sur l'ensemble des annonces qui sont mises en place. Et puis, il faut être effectivement très réactif aujourd'hui pour trouver une location. C'est une vraie chasse.
c'est une vraie chasse, mais on finit par trouver. Voilà, il y a, je dirais que ces derniers mois, on a plutôt un taux de rotation qui s'est un petit peu accéléré. C'est le paradoxe, malgré finalement des transactions qui étaient un petit peu plus... il y avait un peu moins de transactions. On a un taux de rotation qui est un petit peu plus important dernièrement. Et donc, mais il faut être efficace et on trouve des locations. On finit par trouver. Valentin Josse, avec votre casquette départementale, est-ce que vous avez, non pas la recette magique, mais un petit peu une idée de où justement on peut aller s'installer plus facilement qu'ailleurs ? Eh bien, je vous dirais que la Vendée, dans son entièreté, est tendue, même sur le volet de la location. On le voit bien, on a parlé il y a quelques instants de territoires extrêmement dynamiques, hein, les herbiers, le littoral, La Roche-sur-Yon. Et moi qui suis élu d'un petit territoire rural où auparavant, quand on déposait une location à la mairie avec une petite annonce en disant location disponible, c'est terminé cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'ensemble du territoire vendéen qui concerne. Voilà, Saint-Germain, pour ne pas le pays de citer. la Châtaigneraie, et c'est vrai qu'on est un territoire un peu moins... Alors, on a beaucoup de qualités, on n'a pas tout à fait tous les atouts des territoires qu'on a cités tout à l'heure. Cependant, le parc locatif privé est aussi assailli. Alors, il existe effectivement un point, moi je pense que... Alors, c'est une des solutions qui vont apparaître dans un certain nombre de villes, de communes en Vendée qui sont labellisées petites villes de demain. C'est une vingtaine de communes vont bénéficier d'une opération de revitalisation du territoire. Et donc, on va voir la possibilité d'un dispositif de Normandie qui permet de défiscaliser dès lors qu'on va réaliser des travaux sur des biens vacants en cœur de bourg pour pouvoir justement donner un champ de location privée un peu plus important. Alors, je ne sais pas, Didier, peut-être à plus les éléments, mais c'est vrai que c'est un potentiel qu'il va falloir aussi utiliser dans les mois et les années à venir, parce qu'à la fois, ça sera très bon pour le propriétaire qui va bénéficier de cette opération de défiscalisation, et puis en même temps, ce sont des garanties pour éviter aussi des marchands de sommeil, parce que c'est aussi le point de vigilance qu'on doit avoir aussi en Vendée, quand on est un territoire très attractif, de ne pas générer, faute de logements locatifs privés décents, l'émergence de marchands de sommeil et de lieux qui ne sont pas tout à fait tolérables pour héberger. Parce qu'on commence à en voir, ou on en a déjà ? On en a eu, on en a moins, mais il faut être vigilant justement, et c'est ce genre de dispositif. On a également un dispositif qui s'appelle, le département a mis en place l'appel à projet pour les logements kangourous, qui permettent justement aussi, quand on est une personne âgée qui vit seule dans son logement, de pouvoir aussi accueillir éventuellement en location un jeune apprenti ou un jeune couple ou même un jeune salarié. Pour faire une sorte de nouvelle colocation. Voilà, avec une mixité en plus intergénérationnelle. On en reparlera d'ailleurs de cette forme de colocation. Didier Lebras, donc quelques nouvelles pistes. Voilà, on a entendu peut-être essayer de viser ces communes qui misent sur l'avenir. Alors il y a effectivement ces communes dont on a parlé qui font l'objet en fait d'une attention très, très marquée de l'État, puisque l'État est un peu aux manettes dans ce dispositif, avec un apport intéressant de la part d'investisseurs. Donc ça peut être effectivement des logements vacants qui sont rénovés. Ça peut être également des changements de destination, des anciens commerces qui ont périclité en centre-bourg parce que mal adaptés à l'accessibilité, par exemple, et qui peuvent être remis sur le marché du logement à travers des travaux. Et puis, c'est une convergence également d'autres actions des territoires, puisqu'on a un grand nombre de comités de communes en Vendée qui ont également mis en place, alors on en a parlé dans l'émission précédente, de guichets uniques, et qui apportent à travers ces guichets uniques, en fait, des aides à la pierre. Donc, des aides à la pierre qui sont en fait des aides déléguées par le département et qui vont apporter une contribution à l'amélioration et à la création de ces logements locatifs. Donc, ces guichets, ils auront également à un moment donné tout leur rôle à jouer dans la formation, mais également dans la création d'outils d'aide à la décision pour ces investisseurs sur lesquels il faut apporter une ingénierie quand même particulière. Un investisseur, il a besoin d'avoir un plan de financement adapté, éventuellement un chiffrage travaux, pour savoir sur quoi il s'engage, et puis derrière, quelle va être la rentabilité de son projet. Et donc, si on lui apporte cet accompagnement d'ingénierie,
il est fort possible que sur ces territoires qu'on a cités, on arrive en fait à trouver en fait, et à créer du nouveau logement locatif. Et la pertinence, c'est qu'il sera en centre-bourg, donc on n'aura effectivement pas de consommation foncière, voilà, c'est un élément important. On aura aussi des loyers qui seront réglementés, puisque derrière, si la contribution de défiscalisation ou des aides, il y aura une contrepartie. La contrepartie, ce sera un loyer un peu plus modéré, légèrement en dessous du prix de marché. Et donc ça, ce sera intéressant, puisque du coup, on offrira une porte d'entrée à des locataires dans un logement rénové aux normes d'aujourd'hui et avec un loyer légèrement inférieur au prix de marché. Colline, on a commencé à en parler. La colocation, vous avez quelques archives de TV Vendée pour aborder le sujet. Tout à fait, oui, parce que la demande ne correspond pas tout le temps à l'offre qui existe et les bailleurs en sont bien conscients. D'ailleurs, Vendée Habitat, comme d'autres, tente d'innover pour contrer le problème. Donc une solution parmi d'autres, on l'a dit, c'est la colocation. L'idée, c'est de construire des petits logements en restaurant un parc qui existe déjà plus grandement pour s'adapter à la demande. On peut écouter à ce sujet Isabelle Rivière. On voit bien qu'il y a des reconstitutions en fait de familles. Il y a soit effectivement des familles qui se recomposent, mais il y a aussi des familles monoparentales et du coup le parc existant ne correspond plus en totalité avec la nouvelle forme en fait des cellules familiales. Et donc ça nous permet effectivement de pouvoir dans certains aménagements de se dire que étant donné que ça ne correspond plus, eh bien on peut faire évoluer vers cette solution de la colocation. La colocation, est-ce que c'est une solution d'avenir du côté des herbiers, par exemple ? On est très très ouvert à toutes les solutions nouvelles, donc il n'y a pas de difficulté. Je vais rebondir un petit peu sur ce que disaient tout à l'heure Valentin et puis Didier. Aux herbiers, on est également, par exemple, Petite Ville de demain, on a été labellisé, donc effectivement on est là aussi très demandeur de toutes les nouveautés qu'on pourra avoir chez nous en termes d'accompagnement. Le dispositif peut nous offrir des perspectives intéressantes, effectivement en termes de rénovation. Alors, aux herbiers, tout se loue. Donc, c'est même un enjeu. Valentin parlait également de marchands de sommeil. Effectivement, tout se loue au point que parfois, on a des situations dans lesquelles on a parfois 7, 8, 9 personnes qui vivent dans 40 mètres carrés. Voilà, c'est une réalité, en tout cas chez nous. On y fait la guerre aussi parce qu'il y a des gens qui sont sans scrupules et puis d'autres qui sont parfois dépassés par les événements. Voilà, ça fait partie des sujets importants sur lesquels la mairie a de quoi agir malgré tout. Et puis, en termes de location, avant d'arriver à la colocation, effectivement, il y a la location privée, il y a donc on a des aides, pareil, des aides à la rénovation énergétique qui sont très avantageux pour les investisseurs. Et puis même pour les propriétaires occupants. Et puis bien sûr, on voit le témoignage d'Isabelle, donc les bailleurs sociaux qui sont à nos côtés aussi pour pouvoir proposer des logements de qualité. Et donc on essaie aussi de faire en sorte que ça fasse partie des parcours résidentiels possibles. Puis à côté, on a les constructions nouvelles. Là aussi, on y travaille. Il s'agit de densifier, il s'agit d'essayer de créer la ville sur la ville. C'est des projets qui sont souvent des projets plus chers. Voilà, pour lesquels on n'est pas forcément plus aidé. Et puis, forcément, on crée de l'habitat plus vertical, plus proche des commerces, des services, donc plus proche du centre-ville. Donc, il y a des atouts. Mais forcément, on n'y est pas forcément habitué en Vendée et ça donne souvent lieu à un peu plus de recours que quand on construit un lotissement. Voilà. Depuis le début de la conversation, on se rend bien compte, Antoine Verceletto, que le marché de la location croise celui de l'achat. On a aussi pas mal de personnes qui achètent pour ensuite louer. Est-ce que c'est un public que vous rencontrez dans les agences immobilières, des gens qui ouvertement viennent vous dire « je viens pour investir pour ensuite louer » et est-ce que ça vaut le coup ici en Vendée aujourd'hui ? Alors ça, je dirais que ça vaut toujours le coup, ça valait le coup, ça vaut un petit peu moins le coup, mais avant, peut-être, sur le marché de la location, le véritable enjeu pour le bailleur privé, en tout cas, il faut que ça soit rentable. Et aujourd'hui, il y a un vrai problème, pas qu'en Vendée. On voit bien que les solutions qui sont apportées à droite à gauche, et tout le monde y met du sien pour trouver les bonnes solutions, les bonnes astuces, mais aujourd'hui, ça reste à la marge. Le fond du problème, aujourd'hui, est d'avoir suffisamment de construction et suffisamment d'investisseurs en face. Et aujourd'hui, la rentabilité, il faut dire les choses comme elles sont, la rentabilité aujourd'hui pour un bailleur n'est pas suffisante. Et aujourd'hui, on a beaucoup de propriétaires qui se détournent de ce type de placement. Alors, pour autant,
Avec les flux financiers, on a quand même quelques propriétaires qui se sont mis sur ce marché-là dernièrement, et il y en aura certainement d'autres, on en parlera avec la rénovation énergétique, parce qu'il y aura des choses à faire. Et donc on croise donc, évidemment des propriétaires qui investissent de nouveau sur ces produits-là. Mais souvent, il y a un détournement de la location, puisqu'on essaye de mixer à la fois la location en meublé et la location à l'année. Et le vrai problème, notamment en Vendée, je pense, et sur la partie littorale que je connais mieux, c'est la problématique de la location à l'année. Aujourd'hui, on manque cruellement de location à l'année au détriment de beaucoup de locations meublées, puisque le statut fiscal de la location meublée est beaucoup plus intéressant. Et là, il y a vraiment quelque chose à faire. Et je pense que là, c'est l'intérêt de tous. Et je parle aussi aux politiques pour ça. Il faut quand même modifier ce statut et installer un statut du bailleur privé. Alors, vous avez commencé à en parler, les rénovations énergétiques, ça se complexifie, c'est ce que vous disiez, Colline, au début. Là, il va falloir montrer plus que patte blanche quand on veut louer un bien aujourd'hui. Clairement, on en parlait tout à l'heure de marchand de sommeil, il faut un bien décent, et puis maintenant, il faudra un bien non seulement décent par rapport à la réglementation aujourd'hui, mais décent aussi par rapport à l'énergie et à la réglementation énergétique. Donc, Colline en a parlé tout à l'heure, 9 000 logements en Vendée, c'est énorme à échéance de 2028. 15%. Alors moi, j'ai même des chiffres qui étaient un peu plus élevés, pas loin de 20% pour F et G, donc 2028, ce qui est beaucoup. Et la difficulté aujourd'hui, on en a parlé dans l'émission précédente, c'est aussi d'avoir en face les interlocuteurs. Au-delà des aides, c'est d'avoir les interlocuteurs pour faire les études et engager les travaux derrière. Et aujourd'hui, l'ensemble de la filière, clairement, n'est pas prête pour arriver à ce point de 2028, et sans parler de 2034 pour les autres logements, ce qui représente pas loin de 50% des logements en location. Et par ricochet, on aura aussi les logements à la vente. C'est peut-être là où il y aura des choses à faire pour la location, puisque le logement à la vente, il y aura peut-être des propriétaires qui vont arbitrer et vendre leur logement, peut-être un peu en dessous du marché, permettant à des nouveaux acquéreurs de les acheter, de faire des rénovations, pourquoi pas les occuper, ce qui serait une bonne chose, et éventuellement les louer par derrière. Je vous vois réagir, Didier Lebras. Non, mais je crois que c'est ce que dit Antoine est très clair. On a un calendrier qui est établi. Donc on sait qu'on a eu un premier élément en janvier 2023 pour les passoires thermiques les plus énergivores. On a l'échéance de 2025 et puis on a au fur et à mesure, on va upgrader en fait le niveau d'étiquette pour que les logements soient plus performants pour la partie des locations. Et donc, ça veut dire qu'on est de plus en plus exigeant, c'est ça ? On est plus exigeant, effectivement. On souhaite que le parc tende vers une étiquette D, qui est une étiquette, on va dire, aujourd'hui qu'on considère comme convenable en termes de charge de fonctionnement pour utiliser son logement, au regard notamment de la crise énergétique qu'on a pu connaître avec les événements d'Ukraine. La filière, comme dit Antoine, elle n'est pas en capacité de répondre, d'autant que ce calendrier va amener un grand nombre de propriétaires à attendre peut-être trop longuement sur la décision d'engager les travaux. Et on en parlait la semaine dernière avec Anne Boursier. Aujourd'hui, les carnets sont pleins. Ça veut dire qu'un artisan ne pourra pas répondre avant 9 mois, 12 mois. Or, la première échéance, on a dit, c'est 2025. Et 2025, c'est demain. Donc, si les professionnels qui gèrent effectivement 50% des transactions sur la location peuvent conseiller aujourd'hui, dès aujourd'hui, leurs mandants pour entamer des démarches de rénovation, de devis, etc., ça c'est une bonne chose. Mais après, il y a 50% des particuliers à particuliers, et c'est cela qu'il va falloir aller chercher. Parce que si on attend, ils vont aller dans le mur et ils n'auront pas d'artisans en capacité de répondre en temps et en heure à la réalisation de travaux pour qu'ils puissent continuer. Donc, ces propriétaires, ils auront quel choix ? Le choix de réaliser les travaux, s'ils trouvent un artisan, le choix de vendre, mais on l'a dit, pour un logement individuel, j'aurais tendance à dire, Antoine le sait mieux que quiconque, s'il est placé sur les Sables d'Olonne, même s'il est classé en F et G, il va se revendre parce il va partir parce que la réalisation des travaux sera possible sur un logement individuel. L'enjeu, il est sur les logements locatifs en copropriété, où là, on sait très bien qu'un logement qui est classé aujourd'hui E, F ou G, en termes de travaux, c'est quasiment impossible puisqu'il faudra mobiliser la logique de la copropriété. Et là, c'est à 3 ans un minimum d'échéance entre une démarche d'audit et la réalisation de ces travaux. Et donc, on risque d'avoir des propriétaires qui s'engagent de nouveau sur de la location
meublés, temporaires, avec des avantages fiscaux, bien sûr, plus avantageux, mais également sur un risque qui est moins fort, puisqu'ils font la location temporaire. Et donc, ils n'ont pas le risque financier du risque de l'impayé de loyer qui peut exister dans la location nue. Valentin Josse, 2025, c'est demain, on l'a dit. Donc ça veut dire que c'est un sujet auquel vous êtes sensible. C'est un sujet où on est extrêmement sensible, et c'est vrai que en plus, on l'a vu ces derniers mois, ces dernières années, le monde économique nous pousse aussi à trouver des solutions ensemble, parce que je pense que ça c'est une réponse qui doit être collective, parce que effectivement la Vendée est un territoire équilibré où on trouve quand même des entreprises industrielles sur l'ensemble du territoire, avec aussi des dynamiques touristiques que l'on a évoquées, avec donc effectivement la nécessité de pouvoir répondre au plus vite, parce que la pénurie de main-d'œuvre engendre parfois aussi de graves difficultés sur le plan économique. Et c'est pourquoi il y a aussi un certain nombre d'innovations sur lesquelles on aimerait pouvoir aussi avancer avec les chefs d'entreprise vendéens, notamment sur le logement temporaire, par exemple, où on aurait envie d'expérimenter. Je sais qu'il y a une expérimentation vendéenne qui s'est faite, mais on voudrait développer cette capacité à pouvoir répondre le plus rapidement possible avec aussi des promoteurs privés ou des bailleurs sociaux pour des réalisations de logements temporaires qualitatifs, notamment en zone économique, qui aujourd'hui ne sont pas qualifiés en zone d'urbanisation et de logement. Cela nécessite par contre effectivement que l'État nous donne son pouvoir de dérogation pour pouvoir expérimenter cette formule qui permettrait à la fois de répondre aux besoins de l'entreprise assez rapidement. On construit du logement donc mobile sur une zone économique, classée économique, le temps qu'une opération en plus dur se fasse sur une zone constructible pour l'habitat, et ensuite on remet le terrain à sa vocation initiale économique. Mais pour cela, il est important que nous puissions bénéficier de l'effet de la loi 3DS, mais aussi du pouvoir de dérogation des préfets. On voit que c'est un petit peu compliqué aujourd'hui, on a du mal à obtenir ces dérogations. On a 2 exemples en France, et c'est très bien que la Vendée puisse pouvoir en bénéficier. On a l'exemple sur la ligne donc LGV en construction Lyon-Turin, où effectivement les ouvriers qui travaillent bénéficient de ce type de logement. Et puis on aura France 2024, où sur effectivement les logements éphémères pour le village olympique. Donc c'est important que nous en Vendée, on puisse proposer aussi cette solution qui, à mon avis, permettrait de répondre assez rapidement à ces besoins. Et puis on a quand même un certain nombre d'entreprises vendéennes qui sont hyper qualifiées sur du modulaire. Je ne ferai pas il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs dans le département. Et donc, de fait, on aurait moyen de trouver du qualitatif. Et puis surtout, ce qui est important, parce que ça n'a aucune valeur ajoutée de le mettre sur une zone d'habitat déjà, sur une zone constructible, parce qu'il faut surtout éviter après que ce soit du logement qui perdure et qui demeure. Le but, c'est pas de faire du bidonville, entre guillemets. Du temporaire permanent. Voilà. On reviendra sur ce sujet parce que je pense que Christophe Auguer va réagir aussi sur l'hébergement mobile. Un mot quand même, on va s'intéresser à la côte, Valentin Josse, plus particulièrement. Un mot sur tous ces volets clos, l'hiver évidemment sur la côte. Est-ce que là, le département a la main sur quelque chose, peut y faire quelque chose pour faciliter la location l'hiver? Là, sur le volet purement réglementaire, on n'a pas beaucoup de... Donc tout est entre les mains des propriétaires. Alors, les maires peuvent aussi avoir, notamment sur un volet fiscal, peuvent aussi, en imposition sur des résidences secondaires, là, on peut effectivement avoir un effet de levier. Alors, je ne l'ai pas expérimenté à Mouilleron-Saint-Germain encore, parce que la mer ne vient pas jusqu'à Mouilleron. Pas encore, on se prépare avec le réchauffement climatique. Mais en attendant, il est vrai qu'on le voit, notre collègue Yannick Moreau, par exemple, travaille énormément sur le sujet pour qu'on puisse effectivement redonner des logements qui sont... C'est vrai que c'est assez effarant quand on voit sur certaines stations balnéaires qu'on voit effectivement tous ces logements qui sont fermés à l'année. D'autant que les personnes qui viennent en Vendée, en général, c'est parce qu'elles ont une première expérience en tant que touristes. Ce qu'elles connaissent du département, c'est la côte principalement, et qu'elles voudraient trouver une location avec vue sur mer 100 mètres plus loin. Voilà. C'est tout à fait vous avez tout à fait résumé, avec effectivement derrière toute l'implication, c'est-à-dire que pour avoir aussi une station balnéaire digne de ce nom, il faut aussi derrière pouvoir loger toutes ces petites mains qui œuvrent
Je dis ses petites mains volontairement. Pendant la saison ou pendant toute la l'année. saison et toute l'année, avec aussi une difficulté, il y a un point aussi de vigilance, c'est de pouvoir aussi avoir un équilibre démographique sur ces territoires, parce que effectivement, on voit sur certaines communes des familles et des populations actives qui ne peuvent plus du tout se loger. Donc on fait un no man's land de retraités, il n'y a pas de souci en soi, mais une commune, ça vit aussi grâce à ses actifs. Et on parlait, je sais que vous aviez parlé la semaine dernière de la nécessité de maintenir aussi, Franck Roy le disait, la nécessité de maintenir des équipements publics dignes de ce nom. La problématique des écoles, par exemple, la fermeture de classes sur des communes littorales, c'est dramatique. C'est totalement dramatique. Il faut qu'on puisse rajeunir la population. Et pour cela effectivement, les maires ont une batterie limitée. Je pense que Didier pourra y répondre aussi. Mais sur le plan, effectivement, de l'imposition, des dispositifs fiscaux qui permettent éventuellement... c'est une arme un peu violente, je l'entends, mais qui peut y répondre. Moi, je pense que ça répond, là, clairement à la marge, parce que finalement, nos propriétaires, si je pense sur les Sables d'Olonne, et je peux saluer une initiative de Yannick Moreau, notamment pour remettre en location à l'année. Là, c'est plutôt de l'incitatif. Il y avait 2 volets. Il y avait un volet coercitif. Moi, j'y crois pas à ce volet. Et certaines communes, même à Biarritz, ont essayé. C'est compliqué, parce que même si vous taxez ces propriétaires-là, ils ont quand même les moyens de payer la taxe. Bon. Alors ça permet peut-être de financer autre chose, mais je pense que ça, c'est à la marge. En revanche, la deuxième initiative qui était quand même beaucoup plus positive et qui me semble intéressante, qui a permis de remettre en location un certain nombre de biens, c'est d'inciter avec un engagement de 3 ans pour les propriétaires qui mettraient en location et assorti des aides pour travaux qui sont libérées en 3 fois, 30%, 30% et 40% à la fin. Là, l'encadrement, il doit être fait pour des locations à l'année et non pas mixé avec les locations meublées. C'est peut-être là la petite faille sur laquelle parfois nos propriétaires peuvent s'engager, mais cette initiative est bonne et elle doit perdurer et elle permet certainement de répondre en partie à la problématique. On peut faire d'autres propositions sur la fiscalité, mais notamment, on en a une qui peut être intéressante aussi, on a aujourd'hui un régime notamment de plus-value qui est assez important. On pourrait aussi aménager cette plus-value pour les propriétaires qui vendraient à des nouveaux acquéreurs qui viendraient à l'année et qui seraient actifs sur le territoire. Là, on pourrait modifier le régime de plus-value. C'est une idée qui est proposée. Mais voilà, des incitations fiscales qui me semblent peut-être celle-ci peut-être plus intéressante que de taxer. Voilà. Plus ciblé. Christophe Hogar, alors le problème de la saisonnalité, c'est aussi quelque chose que vous connaissez indirectement avec le Puy du Fou, notamment, puisqu'on a quand même énormément de locations sur le pays des Herbiers destinées aux visiteurs du parc. Alors oui, c'est vrai, on n'a pas les mêmes problématiques que sur la côte, mais quand on parlait de colocation tout à l'heure, typiquement, les colocations de saisonniers sont par exemple des choses qui sont courantes. Il y a effectivement chez nous beaucoup de gîtes, beaucoup de chambres d'hôtes, bien sûr beaucoup d'hôtels, des campings, mais c'est pas, on n'est pas dans la même situation du tout que la côte en fait. Donc nous, notre enjeu, c'est pas tellement à ce stade de loger les visiteurs, bien que ce soit un enjeu. Notre enjeu à nous, du moment, c'est surtout de loger les saisonniers. Donc on a bien sûr des maisons d'habitation qui servent à plusieurs saisonniers, donc des fameuses colocations. On est en train de mettre en place aussi avec un partenaire, on est en train de construire un bâtiment qui aura vocation il y a plusieurs dizaines de logements qui sont typiquement dédiés aux saisonniers, voilà, en meublé. Donc pour pouvoir essayer de faire en sorte que les saisonniers puissent avoir accès à un logement, bien sûr, et puis qu'en parallèle, ça nous permette effectivement de loger toutes les populations nouvelles et puis toutes celles qu'on a citées tout à l'heure sur notre territoire. Voilà. Alors, territoire de saisonniers, mais également, Didier Lebras l'a dit dès le début, territoire d'industrie, les herbiers, énormément d'entreprises. Le recrutement, c'est d'ailleurs le thème, alors sans rien dévoiler, mais le thème du prochain enjeu majeur, parce que c'est une autre grosse problématique, trouver cette main-d'œuvre en Vendée. Et parmi les critères d'installation, eh bien, on a beaucoup de chefs d'entreprise qui nous disent moi j'avais trouvé quelqu'un, et finalement il a laissé tomber parce qu'il n'a pas trouvé de toit pour venir s'installer avec sa famille. Est-ce que le dossier des logements mobiles, ça peut être une solution temporaire ?
il ne faut rien s'interdire, bien sûr. Ça fait partie des solutions qui peuvent être apportées. Alors, bien sûr, il y a d'autres enjeux à côté auxquels il faut faire attention quand on construit de manière temporaire, notamment le fait qu'il ne faut pas que ça nuise non plus au développement économique. Par exemple, chez nous, je ne sais pas si ce sera forcément très adapté, parce que nous, on vient de voter d'adopter notre plan local d'urbanisme intercommunal, et clairement, le zéro artificialisation nette, dont vous avez certainement déjà parlé dans l'émission précédente, s'applique pour nous de manière très drastique. Donc voilà, donc il ne faut rien s'interdire, au contraire, et il faut innover. Et puis si l'État peut effectivement faire un geste en essayant de lâcher un peu la bride sur ça, c'est très bien. Étant entendu aussi que deuxième enjeu derrière sur ce sujet des logements mobiles, qu'il faut en parallèle construire. C'est-à-dire qu'en fait, ces personnes qui sont dedans, il faut qu'ensuite elles puissent trouver un logement. Donc en fait, voilà, il y a quand même un certain nombre de conditions qui doivent être rassemblées pour pouvoir faire ce genre de projet. Donc oui, ça en fait partie, mais il n'y a pas que ça. Nous, on a des expériences qui sont un peu innovantes aussi. On a des chefs d'entreprise qui se mettent avec des promoteurs pour louer eux-mêmes des logements, pour les louer à leurs salariés, pour leur permettre de venir très vite. Voilà, donc des réservations de logements faites par les chefs d'entreprise eux-mêmes. Il y a des chefs d'entreprise eux-mêmes qui s'entendent pour construire et pour louer, bien sûr. Donc voilà, il y a d'autres possibilités qui sont faites. On n'a pas trop de problèmes d'investisseurs chez nous. Alors, je ne devrais pas trop dire ça à la télé, mais en tout cas, pas à ma connaissance. Chez nous, ça investit beaucoup. On sait qu'investir dans le bocage, c'est plutôt une valeur sûre. Donc voilà, donc la solution, elle n'est pas une. Il y a une multiple, je crois que c'est Didier qui disait aussi dans l'émission précédente, je crois, il n'y a pas qu'une solution, il y a plusieurs solutions. Il faut tout explorer dès lors que c'est fait pour proposer des logements dans des conditions qui soient valorisantes pour tout le monde. Colline, parlez-nous de ces logements mobiles avec un petit exemple du côté de Chambéry, il me semble. C'est ça, oui, parce que tout à fait, on a un exemple dans le département. L'idée, c'est d'accueillir justement ces jeunes travailleurs dans un logement posé sur place quelque temps. Les maisons sont vouées à déménager comme les locataires plus tard, mais ça permet surtout en fait, de loger rapidement, on l'a dit, ces nouveaux arrivants. On a donc un exemple à Chambéry. L'objectif de ce projet, c'est de répondre rapidement aux problèmes de logement. C'est-à-dire qu'ici, entre la délibération de la mise à disposition du terrain et la réalisation du projet, c'est 1 an. Nous, pour réaliser une autre phase de lotissement, il nous faut 2 ans minimum d'études. Et on espère que ces résidents qui vont venir dans ces maisons temporairement viendront à s'installer définitivement au sein de nos lotissements qui seront réalisés. Donc là, Valentin Josse, il y a différents types aussi de logements mobiles. C'est ça, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, sur des endroits où on peut déjà construire, il y a l'autorisation, et sur ce que vous appeliez les zones économiques. Oui, parce qu'effectivement, ce que j'exposais tout à l'heure, c'est qu'on a déjà une rareté foncière sur les zones à construire, où on a le potentiel de construction, et puis on a effectivement des réserves dans nos zones économiques, même peut-être aux herbés, il reste peut-être quelques réserves quand même si je sais, Christophe, qu'il y a effectivement l'impact du ZAN qui est important sur le plan local d'urbanisme intercommunal. Cependant, nous, l'objectif, c'est vraiment de faciliter, et on en parle avec les chefs d'entreprise, de pouvoir, sur ces zones économiques, là où il y a un peu de réserve foncière, de pouvoir positionner rapidement ces éléments mobiles pour pouvoir en parallèle opérer des opérations soit avec des bailleurs sociaux ou avec effectivement des promoteurs privés pour réaliser ce qu'on appelle là du coup du logement intermédiaire et qui permet justement d'accueillir ces salariés avec leur famille. Mais ce logement mobile, il est fondamental. Il pourrait permettre, s'il était accordé sur des zonages économiques, on pourrait effectivement sur ce qu'on appelait les ex-Vendéopoles, là où on a encore de la réserve foncière, pouvoir positionner ces logements avec en plus une réalité de mobilité qui fait qu'on est à proximité de son entreprise. Par contre, là où je rejoins effectivement Christophe, l'objectif c'est que derrière on puisse avoir ces logements qui laissent après place, on retrouve le foncier dans sa première vocation qui est économique. Et on a effectivement aussi cette question qui pourra se poser là pour une autre réalité, sur la réalité de l'île-dieu notamment, où nous avons des jeunes saisonniers, où nous avons des jeunes agriculteurs aussi, parce que l'île-dieu est un territoire Natura 2000 où il y a une nécessité d'avoir notamment de l'élevage. Nous avons de l'élevage sur l'île-dieu. Par contre, effectivement, les jeunes agriculteurs ne trouvent pas à se loger, et cette possibilité de faire du logement mobile permettrait notamment sur
période de saison forte, de pouvoir les accueillir et ensuite redonner le terrain naturel à son origine. Mais quelle est l'échelle temps de ce temporaire, justement? Ce sont des personnes qui s'installent quelques semaines, quelques mois? Alors, pour l'exemple des salariés, je crois qu'il y a le temps de la construction. C'est-à-dire que pour une opération d'accueil, dès lors que, comme le disait monsieur le maire de Mortagne, on a un temps de faisabilité qui peut être d'1 ou 2 ans, le temps d'avoir toutes les procédures administratives, évidemment. Mais c'est vrai qu'il faudrait éviter de dépasser 2-3 ans, parce qu'après, on s'installe dans une durabilité qui n'est pas forcément saine. Et ça laisse quand même du temps pour trouver un toit oui, et puis pour permanent. pouvoir travailler effectivement ces opérations de manière sereine, soit par le promoteur, soit par la collectivité avec le bailleur social. Tout évolue, Didier Lebrun, dans les modes de location. On a évoqué là quelques pistes qui sont quand même innovantes. Il faut qu'elle soit plurielle pour apporter une réponse à l'ensemble des territoires. C'est ce qui est le plus important. Les territoires sont divers. On a dit effectivement le secteur du bocage qui est très prégnant également en termes de taux de propriétaires, parce que on sait qu'on a un taux de propriétaires de 72%, mais si on regarde dans le bocage, on va monter à plus de 80%, ce qui veut dire qu'il laisse peu de place, ce que disait Antoine, à la location. Alors c'est pas une problématique, c'est un état de fait. Donc il faut aujourd'hui arriver à trouver des nouvelles solutions. Le logement mobile, quel qu'il soit, peut apporter, et il a déjà existé. Enfin, voilà, la seule chose, c'est qu'il ne faut pas le faire perdurer trop longtemps. Et puis, l'initiative de ces logements, moi, je la retrouve également sur le fait que c'est aussi une des solutions de pouvoir permettre l'arrivée d'un salarié qui prenne sa mesure de son emploi, de son activité, du territoire, et après, peut-être que dans les 3 mois, 6 mois, la famille suivra, parce que souvent, le salarié, il arrive pour prendre une prise d'emploi. Néanmoins, s'il y a des enfants et la conjointe ou la conjointe dans la clé, souvent, les enfants vont arriver qu'avec l'arrivée du mois de septembre et puis la scolarité. Voilà. Donc, on peut avoir effectivement une période effectivement transitoire, et que la personne arrive, se positionne, découvre le territoire, 3-4 mois, ça peut être des solutions intéressantes. Donc il y a ces solutions-là, il y a aussi les foyers de jeunes travailleurs ou de jeunes actifs qui peuvent être des solutions temporaires. Il y a un certain nombre d'actions et d'opérations qui se montent sur les territoires aujourd'hui, qui pourront répondre aussi à ce type de besoins. Et puis il y a aussi le parc social, même si on est plutôt sur... Vous commencez la transition de la prochaine émission. Une table ronde sur le logement privé. C'est aussi, dans la démarche du logement social, peut-être de changer cette typologie, puisqu'elle a été essentiellement orientée sur du type 3, et on a des territoires aujourd'hui qui nécessiteraient en fait des typologies plus petites. Donc, arrivons à essayer de trouver des systèmes, des mécanismes de financement pour créer ces petites typologies de T1, T2 aujourd'hui dans le parc social, en équilibre avec ce qui se fait dans le parc privé aujourd'hui. Christophe Hogarth, je vais faire appel à votre expérience de maire pour terminer cette émission. Vous êtes quand même optimiste sur ce marché. Vous restez optimiste quand vos administrés viennent vous voir en disant « je ne trouve pas de location ». Oui, on est optimiste parce qu'on a des solutions en fait. Elles sont plus ou moins longues à déployer, mais nous avons des solutions. Alors le contexte... du zéro artificialisation ne nous aide pas. Alors j'entends que c'est compliqué de fragmenter le logement entre la partie achat, la partie location. Parce que tout s'entrecroise. Voilà, exactement. Parce que tout s'entrecroise. Et c'est un tout. Donc on n'a pas qu'une solution, on en a plusieurs. Tout le monde y est du sien, que ce soit les investisseurs particuliers, que ce soit les investisseurs même économiques, que ce soit les collectivités, les bailleurs sociaux. En fait, on est tous dans le même bateau et on essaye de se développer de manière harmonieuse. Voilà, donc non, il n'y a aucune raison aujourd'hui, malgré les difficultés, d'être pessimiste. Donc non, mais les choses continuent et on essaie de faire en sorte de pouvoir répondre, de faire le mieux qu'on peut. Voilà. Eh bien, nous allons rester sur cette note positive pour terminer ce nouveau numéro d'Enjeux majeurs, donc qui était consacré, vous l'avez compris, cette fois-ci à la location, en tout cas sur le marché privé. La transition a été faite il y a quelques instants par Didier Lebrun, donc vous avez compris qu'on va parler du logement social la prochaine fois. Si vous nous regardez sur TV Vendée, sur l'écran de télé, vous savez, à l'ancienne, eh bien, on se retrouve dans une semaine exactement, même lieu, même heure, à 19h. On sera à nouveau mardi. Pour le reste, si vous êtes plutôt adepte des réseaux sociaux, j'ai cru comprendre que tout est
était déjà à portée de main. Vous pouvez consulter l'ensemble de l'émission. Donc nos 4 épisodes consacrés au logement en Vendée, d'ores et déjà sur notamment le site internet de TV Vendée. Merci Colline, on se retrouve pour le prochain épisode. Et je vous souhaite, merci. Non, je ne vous souhaite pas merci, je vous dis merci. Et je vous souhaite une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode d'Enjeux majeurs. À bientôt.